Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes les bienvenus sur la Voix des Grands Lacs. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un invité que vous connaissez très bien déjà, que nous avions eu la semaine dernière, c'est Monsieur Nyamombeza Ombe. Ombe, bonjour. Bonjour, messieurs l'ambassadeur. Bonjour aussi à tous nos auditeurs. Comme l'actualité va très vite, on ne pourra malheureusement pas suivre toute l'actualité qui a eu cette semaine. Je vais vous ramener à une situation plus globale. On n'a pas parlé suffisamment, m'a-t-on dit, de la situation sécuritaire dans le sud Kivu. On a parlé que de Bunagana, on a parlé de Tchuru, on a parlé de Goma, on a parlé bien sûr du conflit rwando-congolais dans cette zone, mais on n'a pas suffisamment abordé la problématique concernant la sécurité dans le sud Kivu. Eh bien, ça tombe bien, vous êtes originaire de cette région-là, de cette province. Je vais vous passer la parole pour brosser le tableau de cette situation, hein. Et puis après, je vous poserai des questions pour vous ramener éventuellement à des solutions qu'on peut envisager ou qu'on peut proposer aux dirigeants de nos pays. À vous la parole. Merci encore une fois, monsieur l'ambassadeur, de cette parole qui m'est accordée. Bienvenue aussi à nos nouveaux auditeurs qui, pour la première fois, nous suivent dans cet article. Comme vous veniez de le dire, je suis Ombe Nyamuhombeza, je suis d'origine congolaise, je suis de l'Est de la République démocratique du Congo, mais je vis en Finlande depuis un certain temps. Je suis un analyste de politique et pourquoi pas aussi, je me suis impliqué aussi dans la politique de mon pays, donc je suis je le dirais, un politicien indépendant, je n'appartiens à aucun parti politique. Et alors, revenons sur les sujets. Comme vous le disiez tantôt, dans le dernier article, nous avons un peu essayé de parler de la situation sécuritaire de notre pays d'une façon beaucoup plus globale, mais nous nous sommes aussi beaucoup plus intéressés dans l'Est et beaucoup plus particulièrement dans la zone de Bunagana, de Rutshuru, de l'Ituri, en général du Nord Kivu. Et il nous est resté en suspens un sujet sur, ou bien les sujets sur la sécurité maintenant de la province ou bien de la zone, la province du Sud Kivu qui m'a vu naître, qui n'apparaît surtout beaucoup, qui n'apparaît pas beaucoup dans les journaux et dans le média, alors que tous les yeux se focalisent sur le Nord Kivu. De l'autre côté, l'assaillant qui est Kagame et son FPR avec son armée essaie de dévier maintenant l'intérêt, je dirais, des gens pour travailler dans l'obscurité, pour travailler sur la déstabilisation du Sud Kivu, ainsi gagner de position pour qu'à un certain moment, il puisse maintenant mettre à jour ses avancées militaires d'invasion, bien sûr, dans les Sud Kivu. Je vais alors être beaucoup plus bref sur cette situation-là. Quand on parle du Sud Kivu, le Sud Kivu est beaucoup plus vaste, mais nous allons surtout nous focaliser sur la ville de Bukavu peut-être, nous allons un peu parler d'Uvira, nous allons un peu parler de la zone de Fizi et plus précisément les hauts et moyens plateaux de l'Itombwe. Le Sud Kivu a une frontière naturelle avec le Rwanda et le Burundi, dont la rivière Rusizi, qui prend sa source dans le lac Kivu et qui se jette dans le lac Tanganyika. C'est pour dire que ceci joue aussi un rôle quant à la déstabilisation du Sud Kivu par rapport à la déstabilisation du Rwanda au Nord Kivu. Au Nord Kivu, il est beaucoup plus facile
de passer, n'est-ce pas, par la brousse, par des forêts, et puis se dissimuler et aller un peu beaucoup plus loin. Mais quand il s'agit de la province du Sud Kivu, avec la rivière Ruzizi et les collines et montagnes qui surplombent le long de cette rivière, il n'est toujours pas facile à Kagame de traverser beaucoup plus librement ou aisément comme il en est le cas dans le Nord Kivu. Néanmoins, ils ont toujours le moyen, comme ils se disent à l'AFPR, ils disent qu'ils ont 2000 moyens ou je ne sais pas combien de moyens, ils finissent toujours par franchir la rivière et se retrouver au Sud Kivu. Si pas directement, peut-être indirectement par de groupes armés locaux, mais présentement, il y a le FPR, vraiment, les sujets du FPR, des soldats du FPR sur le sol congolais au Sud Kivu, mais le FPR y est aussi par l'aval du groupe armé Red Tabara du Burundi, qui œuvre au compte de Kagame et du FPR. Avant d'aller beaucoup plus loin, revenons d'abord dans la ville de Bukavu. À la une, aujourd'hui, il se parle de la présence de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui est aussi le président de l'INC, l'Union nationale congolaise, son parti qu'il a créé depuis longtemps. Alors, il a été acquitté par, donc Vital Kamerhe a été acquitté par la Cour suprême et la Cour de cassation, et ainsi, en toutes ses libertés, alors il a trouvé nécessaire par son calendrier de se diriger vers le Sud Kivu, selon les dires, pour apporter aussi son soutien à ses confrères endeuillés depuis des années, mais aussi travailler ou bien mettre aussi, n'est-ce pas, mettre son apport ou bien apporter aussi son mot de soutien à ses frères, mais aussi travailler sur cette insécurité-là, voir comment il pouvait, avec les frères et sœurs de cette zone-là, échanger d'idées pour essayer de voir comment retrouver la paix en général et dans l'est de notre pays et beaucoup plus particulièrement dans la province du Sud Kivu qui lui a aussi vu naître. Et alors, je ne vais pas beaucoup plus entrer dans cette affaire de Kamerhe, peut-être on y reviendra parce qu'il sera là depuis demain, donc il sera à Goma. À Goma, j'ai ouï dire qu'il a eu aussi il n'a pas eu le feu vert, en tout cas immédiatement, du gouverneur militaire du Nord Kivu à tenir ce meeting. Mais quelques minutes passées, alors que je causais avec un des leaders de la province, il sait puisque maintenant il a ce feu vert-là, il peut faire ses meetings demain comme est prévu au stade Afia de Goma. Et alors, je pense qu'à partir de son meeting, avec la parole qu'il tiendra devant la foule qui viendra l'attendre, là, on saura quand même maintenant nous placer ou bien discuter sur sa politique, la politique ou bien la vision qu'il amène à l'est du Congo. Parce que vous savez, entre autres, messieurs, l'Est, c'est la base de l'UNC, c'est la base de Kamerhe. Et c'est à partir de Kamerhe que même le président actuel du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a trouvé même le peu de voix qu'il a trouvé à l'est du Congo. Mais je crois aussi même avec les voix qu'il a eues lors de cette élection-là, n'eût été l'Est et l'appui de Kamerhe, je ne sais pas s'il il aurait eu mais ce pourcentage-là qui lui a été proclamé. C'est-à-dire, ceci, la présence de Kamerhe joue au moins 2 ou 3 rôles. Le premier est encore de positionner son parti dans son fief, mais aussi, comment le dire, essayer de ramener encore sa crédibilité auprès du peuple, parce qu'après tout, après son incarcération,
Jamais vous ne pouvez vous trouver dans les eaux et y sortir non mouillé. Il y a été mouillé après tout et il doit chercher comment encore retrouver cette crédibilité-là auprès du peuple. Mais troisièmement, vous savez qu'il y a eu des accords entre lui avec le président au pouvoir aujourd'hui sur la gestion du pays pendant les 2 mandats, parce que vous savez, tout président congolais n'est éligible que pour 2 mandats. Nous ne savons pas le fin fond, n'est-ce pas, de ce qu'il s'était convenu, mais selon les dires, il s'était convenu que le premier mandat, il le laisserait à Félix Tshisekedi, et Félix Tshisekedi lui passerait alors le pouvoir pour le second mandat, donc durant les élections de cette prochaine année, donc 2023. Alors, ça, sur le plan politique, ça, c'est un enjeu aussi qui l'intéresse, parce que s'il y aura une élection l'année prochaine, je le veux bien s'il y aura, parce qu'avec le calendrier électoral, tel que défini par la Constitution en tout cas, nous avons désormais des doutes. Nous avons des doutes de voir les élections se dérouler dans le délai constitutionnel l'année prochaine, parce que le préparatif ne se voit nulle part. Et puis, la guerre, bien sûr, qui déchire les choses à l'est du Congo, risque de jouer aussi un rôle quelconque quant à la tenue maintenant de ces élections-là. Mais sécuritairement parlant, en tout cas, la ville de Bukavu est en sécurité selon l'information que nous trouvons de nos confrères qui habitent la ville. Comme nous l'avons dit dès le début, je suis originaire de la région, de ces coins-là, donc il m'est beaucoup plus facile d'en avoir toute information possible. C'est pour dire qu'en tout cas, stratégiquement, il n'est pas tout facile à Kagame d'attaquer militairement la ville de Bukavu quant à sa position géopolitique. À Bukavu, bien sûr, on ne peut pas parler de Bukavu sans parler du docteur Mukwege, le prix de la paix, le prix Nobel de la paix. Et puis surtout que vous savez qu'il se parle de Mukwege dans tous les chantiers politiques du Congo, il se parle de Mukwege dans tous les médias. Malheureusement, les Congolais comment le dire, qui s'acharnent contre lui aujourd'hui, mais écoutez, cette politique-là de vilipender une personne comme Mukwege, lequel nous n'avons jamais eu de comparable à lui dans le passé de la politique congolaise, vu sa position nationale, sa position, comment le dire, sociopolitique au niveau, sur le plan national, sur le plan régional comme à l'international. Excusez, docteur Denis Mukwege est un produit dont les Congolais devaient préserver avec beaucoup plus d'attention. Il a toute la crédibilité et comment le dire, il a toute la crédibilité, je vais dire, du peuple congolais. Il est un de ces politiciens-là actuels qui n'a pas de sang des Congolais dans les mains, qui n'a jamais été dans une corruption quelconque. Donc, il n'a aucun dossier derrière son dos, bien que le parti au pouvoir, je n'accuse personne, mais au sein du parti au pouvoir aujourd'hui, il y a de ces Congolais-là qui se servent de leur appartenance ethnique, pensant que peut-être comme ils partagent leur appartenance ethnique avec le président au pouvoir, ceci leur donne mandat de s'acharner contre n'importe qui ose critiquer ou dire ce qui ne va pas avec le gouvernement actuel du président Félix Tshisekedi.
Vous avez Mais, dit, en parlant du docteur Mukwege, ouais, ouais. vous avez dit c'est le seul politicien, le docteur Mukwege est politicien aujourd'hui. Ah oui, absolument. Parce que parler de la paix, parler de l'insécurité du Congo, parler de la, comment le dire, de l'intégrité territoriale de son pays. Qu'est-ce que la politique, monsieur? La politique n'est autre chose que l'art de gouverner. Et gouverner, c'est quoi? Gouverner, c'est une discipline. Gouverner, ce sont des idées. Gouverner, c'est un plan quelconque. J'ose le dire, il ne s'est pas encore déclaré comme tel. Mais pour des personnes qui ont ce sens d'analyse-là, Mukwege n'est plus seulement cet homme-là qui est à la quête du droit ou bien des droits humains de la population congolaise. Il est maintenant un cadre politique vraiment dont on a besoin au Congo. Et pour ce faire, il est désormais traité d'un adversaire quelconque par le gouvernement au pouvoir, par le régime au pouvoir. Et pour ce fait, il faut mettre en jeu, il faut disposer d'un groupe des civiques pour essayer de salir ces noms, vilipender un grand fils du pays comme ça. Et ça, nous sommes contre avec toutes nos énergies en tout cas. Nous disons non à cette façon de faire. Mukwege n'est contre personne, il est contre l'agression de son pays, il est contre, n'est-ce pas, la violation des droits humains sur le sol congolais. Mukwege travaille pour, n'est-ce pas, l'émergence de ces pays, la sécurité de ces pays et le respect de ce pays. Et c'est pourquoi, en tout cas, répondant directement à votre question, bien que lui-même ne se soit encore prononcé, je fais partie ou bien je suis un de ces gens-là qui sont convaincus qu'il serait un des meilleurs politiciens pour la RDC actuellement. Très bien. Est-ce que vous pensez que Mukwege peut aider à résoudre les questions de sécurité en RDC, à l'Est notamment, mais aussi et surtout dans sa zone d'influence, dans le Sud Kivu? Qu'est-ce qu'il a déjà fait jusque-là pour aider à rétablir la paix? Est-ce qu'il a servi de médiateur? Est-ce qu'il a formulé un plan? Je ne sais pas. Vous savez, parler de son plan jusqu'à aujourd'hui, lequel lui-même n'a pas encore dévoilé, il serait encore quelque chose de parabole. Mais nul ne sans le savoir que Mukwege a déjà fait le tour du monde. Et quand il tient des débats à l'international, ce n'est pas pour ses intérêts individuels à lui, ce n'est pas pour l'intérêt de son hôpital de Panzi. Il parle de la sécurité du Congo. Il parle de l'invasion du Congo. Il est la voix de ces moments-là qui, depuis 1996, ont été violés comme des animaux et qu'il a apporté son appui matériel, physique, moral, matériel aussi, pour, n'est-ce pas, aider ces moments-là. Et c'est pourquoi il a été nommé, il s'appelle dans la région, pas même dans la région, même à l'international, il est appelé l'homme qui répare les femmes. C'est-à-dire, il est la voix des sans-voix, il est l'appui, je dirais, concret à ces moments-là, à nos sœurs-là, à nos petites filles-là, violées depuis des années. Et puis, je vais vous dire, il n'a pas assisté que les filles ou bien les mamans, les filles violées du Sud Kivu,
il y a des sujets qui viennent de tous les coins du pays pour se faire assister par Mukwege à son hôpital à Panzi. 2, sur le plan international, je crois qu'il y a des critères sur lesquels se basent ces gens-là qui décrètent ou bien qui donnent ce prix Nobel de la paix à des personnes. Je pense qu'il l'a eu par mérite. Ce n'est pas tout simplement parce qu'il est docteur quelconque qu'il lui a été donné. On lui a donné ce prix-là parce qu'il défend en tout cas ces valeurs-là. En dehors peut-être de se retrouver même à la présidence de ce beau pays, pourquoi pas Mukwege ne peut pas jouer un rôle de facilitateur dans la problématique sécuritaire de la région, de notre région. En tout cas, il est quelqu'un qui ne s'acharne pas à deux personnes parce qu'ils le sont. Il est une personne dont la politique n'est pas tribale. Il n'a pas une politique de tribalisme ni de régionalisme. Néanmoins, il a été, n'est-ce pas, victime de certains. Quelques-uns l'ont traité tout simplement, je ne sais pas, de bêtes noires qu'il faut abattre parce qu'il a touché leurs intérêts, directement ou indirectement. Il les a pointés du doigt, directement ou indirectement. Je ne veux pas parler d'une façon parabolique. Il est en tout cas un sujet à abattre par le gouvernement rwandais. Ils l'ont pointé de doigt, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Le général Kabarebe rwandais, il l'a pointé de doigt à plusieurs reprises. Le président rwandais Kagame, d'autres sujets du gouvernement rwandais l'ont pointé de doigt. Ce n'est pas pour rien que, n'est-ce pas, la MONUSCO a jugé bon s'est chargé de sa sécurité. C'est parce que au niveau, il est donc menacé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Mais il a même eu, il a eu plutôt des tentatives d'assassinat qui ont notamment occasionné la mort de son chauffeur. Hein. Apparemment, c'était l'œuvre du gouvernement rwandais. Absolument, absolument. Mais voilà, cette politique africaine, c'est une politique qui doit prendre fin. Parce que critiquer ne signifie pas être quand même méchant, ce n'est pas de la méchanceté. Critiquer ne signifie pas être ennemi. Dans des pays, sous d'autres cieux, les opposants sont une certaine boussole quant à la gestion de leur pays, de leur nation. Parce que si je suis un opposant et qui vous dit, écoutez, voilà ce qui ne va pas avec votre gestion et ce qui devait se faire, c'est ceci, il est temps maintenant de s'asseoir, peut-être de discuter. Est-ce que c'était la meilleure voie à suivre? Mais chez nous, quand l'on critique une certaine chose, c'est tout. Vous devenez une bête noire qu'il faut abattre. Et alors, ceci ne va jamais aider nos pays, ne va jamais nous aider à recouvrer la paix dans notre chère Afrique et beaucoup plus dans la région des Grands Lacs. Mais pour mettre un point final sur la question que vous m'avez posée sur ces grands fils du pays, moi-même, je suis de cette classe-là qui soutient, en tout cas, ou bien qui soutiendrait la candidature du docteur Denis Mukwege à la présidence de ces pays. Et je sais bien qu'il est parmi, si pas le premier, mais parmi, en tout cas, vraiment, les grands favoris de ces élections-là présidentielles, s'il y en aura l'année prochaine, 2023. Et alors, nous allons alors descendre un peu plus vers les hauts plateaux et Uvira. Comme je l'avais dit tout au début, la situation géographique
donc la présentation géographique de la province du Sud Kivu, avec la rivière Rusizi qui sépare notre pays, la RDC, à notre voisin agresseur, envahisseur, le Rwanda, fait que Kagame et ses troupes ne puissent pas, en tout cas, jouer au même pied comme ils le font au Nord Kivu, comme il le fait au Nord Kivu. Parce que, comme je vous le disais, il y a des collines, il y a aussi des montagnes qui surplombent la rivière, le côté de la rivière, donc depuis Bukavu, Rusizi, jusqu'au Tanganyika. Si passez là, de l'autre côté, quand vous descendez vers le Tanganyika, il y a une grande plaine, là où habitent en tout cas des personnes, de façon que même s'ils essayaient de se camoufler d'une façon ou d'une autre pour pénétrer les hauts plateaux, ils le font bien sûr, mais difficilement. C'est ainsi que la sécurité du Sud Kivu n'est pas vraiment, en tout cas, comparable à ce qui se vit au Nord Kivu aujourd'hui, surtout que Kagame, vous le savez, il a toujours utilisé la carte tribale, une carte tribale, en tout cas, il faut le dire. Il se sert de nos frères et Tutsis pour faire tout ce qu'il fait sur le territoire congolais. Il se présente comme leur unique sauveur dans la région. Il se donne ce mandat de dire qu'il vient à leur secours parce qu'il y a un génocide qui s'est préparé au Congo, parce que il ne se retrouve nulle part dans la gestion du pays, chose absolument qui n'est qu'une mélancolie. Il a su manipuler, je m'indigne de le dire, bien que c'est une foudre aux oreilles de certaines personnes, mais Kagame et son FPR ont su manipuler nombreux de nos frères Tutsis du Nord Kivu, mais je ne cessais de le dire, il a trouvé un grand mur au Sud Kivu pour dire qu'il n'a pas pu, en tout cas, utiliser nos frères Tutsis du Sud Kivu comme ceux du Nord Kivu. Des années durant, il a essayé de manipuler la conscience de nos frères Banyamulenge du Sud Kivu, pensant que comme il s'était servi de ses frères lors de l'invasion de 1996 avec l'AFDL, mais la mégestion, comment il a géré la crise en ces temps-là, lui a discrédité face à ce frère Banyamulenge. Il a voulu aussi leur dire la même chose, écoutez, vous êtes discriminés. Il a utilisé certains groupes de Maïmaï aux environs pour créer une zizanie, mésentente aussi entre les groupes ethniques locaux, mais écoutez, il a échoué. Il a cherché maintenant à diviser ces groupes ethniques de Banyamulenge. Il a échoué. Et alors, il s'est emparé d'un petit groupe de ses leaders, de cette ethnie de nos frères Tutsi Banyamulenge. Je ne veux pas citer leur nom parce que j'en ai parlé beaucoup dans les médias. Qu'il a voulu maintenant
utilisé comme son cheval de bataille, afin qu'ils arrivent aussi à convaincre le reste de leurs pour qu'ils travaillent aussi pour l'intérêt de Kigali. Il a fait une division au sein de cette ethnie. Bien sûr, je vais l'avouer, bien sûr, il y a eu des accrochages dans les hauts plateaux. Nos frères Banyamulenge ont connu des pillages. Ils ont perdu les leurs. D'autres sont partis même en exil. Nous nous sommes opposés à tout ce genre, n'est-ce pas, de faire, parce que nous avons appelé encore les communautés à ce sens de vivre ensemble et dans la paix, et Dieu aidant sa portée de fruits. Jusqu'à présent, l'intensité ne plus à ce niveau-là où il était dans les temps passés. Mais alors que ces gens aussi devaient se défendre, parce qu'il appartient à toute personne ce droit-là de se défendre une fois agressé, il y a eu deux groupes aussi au sein de cette ethnie. Les deux groupes s'auto-appelaient de défense aussi. L'un surnommé Gumino, l'autre surnommé Twirwaneho. Mais selon les dires, en tout cas, par des sujets sur place, ceci a été une politique bien planifiée à Kigali, qui viendrait de cet énoncé-là de diviser pour mieux régner. Kagame savait que s'il arrivait à diviser ces personnes, il aura un groupe qui sera pro, il aura aussi bien sûr un groupe qui sera contre Kagame et FPR. Et ainsi en a été le cas. Il y a un groupe entre ces deux qui travaille avec le raid de Tabara, précipité par Kigali dans le plateau pour lui servir, n'est-ce pas, afin que Kigali puisse trouver, si pas un chemin, une petite fenêtre par laquelle entrer dans les hauts plateaux, perpétrer des tueries dans le plateau et afin les attribuer aux FRDC ou bien à des ethnies locales et ainsi hausser la voix pour dire qu'il y a un génocide qui s'est fait dans le plateau et comme il est désormais le grand policier de la région, ainsi trouver la raison de se dire je vais dans les hauts plateaux pour sauver ces gens dont la vie se trouve entre le marteau et l'enclume. Alors, tout à l'heure, vous avez développé une approche géopolitique, géographique et géopolitique, parce que c'est ça qui explique, l'un explique l'autre en fait. Pour le Nord Kivu et le Rwanda, il n'y a pas de frontière naturelle, il n'y a que les volcans, il n'y a que la brousse, il n'y a que une frontière même pas naturelle, c'est le même terrain qui traverse et on ne sait jamais si on se trouve au Rwanda ou en RDC. Alors que dans le sud, vous avez marqué l'importance de la rivière Rusizi. Je vais projeter la carte de cette zone pour que les gens qui nous suivent comprennent bien effectivement ce que vous avez voulu signifier en termes de géographie qui ne favorise pas les infiltrations de l'armée rwandaise, mais quand même, Kagame arrive à y passer son raid Tabara et d'autres infiltrations qui ont endeuillé cette région par le passé et qui continuent d'ailleurs de le faire. Alors donc, je vais vous partager cette carte. Ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on peut l'agrandir. Là, on voit, ça c'est le lac Kivu, avec au sud la ville de Bukavu, la grande ville du sud Kivu, et au nord, en passant par évidemment l'île Fidji dans le lac, vous avez Goma. Alors, regardez bien, entre le nord Kivu et le Rwanda, bon, ça c'est bien sûr, c'est la frontière entre les deux pays, mais il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fleuve, il n'y a rien, c'est vraiment la continuité
qui favorise effectivement les infiltrations ou même l'entrée de nuit des troupes rwandaises en RDC. Alors que dans le sud, donc vous allez de Goma en traversant le lac Kivu, vous arrivez à Bukavu. Bukavu en face, c'est le Rwanda, Cyangugu. Et là, c'est la rivière Rusizi. Là, comme la carte est agrandie, on ne le voit pas, mais cette rivière aboutit au lac Tanganyika ici. On va essayer de montrer les détails. Hein. Ou plutôt... Voilà, en tout cas, ça, pour ceux qui ne le savent pas, qui considèrent que c'est la rivière Rusizi qui va jusque-là à Bukavu. Et donc, pour aller jusque dans le sud Kivu, le Rwanda est obligé de tricher quelque part dans la plaine de la Rusizi, du côté de Bugarama, quelque part, pour passer de nuit. Il paraît qu'il y a un nouveau pont aussi, par lequel les troupes de Kagame traversent pour s'infiltrer en RDC, de nuit toujours. C'est ce qui explique la facilité avec laquelle la ville d'Uvira, les hauts plateaux ici, ont été inondés de soldats de l'armée rebelle burundaise, Red Tabara, qui ont été formés au Rwanda et qui continuent parce qu'après les entraînements, ils sont déversés sur Uvira et sur toute la zone. C'est peut-être, allez vous nous expliquer, c'est cela qui fait que le Burundi a été le premier pays de la région à traverser la frontière officiellement avec l'accord de Kinshasa, à aller dans la zone d'Uvira, à la demande de la RDC, en tout cas en entente avec les deux pays. Est-ce que j'ai bien résumé un peu la différence géographique des deux frontières, celle du sud et celle du nord? Ou bien avez-vous des éléments à ajouter? Je pense, merci, en tout cas, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Cette carte nous aide en tout cas, n'est-ce pas, à expliquer à nos frères qui n'ont jamais fréquenté la région et qui croyaient, qui ne savaient pas combien la situation géographique de la région était un enfant, en tout cas, concret pour Kagame de ne pas beaucoup plus envahir cette région comme il le fait au Nord Kivu. Cependant, je voulais seulement signaler, comme la carte est encore là, si vous voyez bien à combien de kilomètres, je ne sais pas, mais ce n'est pas moins de 80 ou à 100 kilomètres, depuis la frontière, ou bien depuis le lac Tanganyika, ou bien depuis Rusizi, vers le réserve nationale d'Itombwe. Quelque part là, vous allez voir le réserve national d'Itombwe. Je pense que vous le voyez sur la carte. C'est par là? Ouais. Donc, il faut en tout cas des kilomètres pour franchir cette zone-là. Alors que quitter Rubavu vers Runyoni, ben, écoutez, c'est juste quelques minutes, on est là. Et alors, ceci a été un point positif pour la région qui a aidé que Kagame ne puisse faire le même bavure qu'il fait au Nord Kivu, bien que, et c'est pourquoi il a trouvé le seul moyen. Il a essayé deux moyens qui n'ont tous pas apporté le fruit escompté par Kigali. Le premier, c'est celui dont je venais de dire. Il a voulu utiliser nos frères Tutsis du Sud Kivu. Il n'a pas réussi. Ils ont été vraiment contre tout ce qu'il leur avait demandé. Je vous avais dit, si ce n'est pas ici, c'est peut-être à la BBC, mais j'avais dit combien Kagame avait même demandé à nos frères là de perpétrer un quelconque massacre comme celui qui s'est fait à Gatumba pour que sa raison puisse avoir maintenant raison d'être des génocides au Congo contre les Tutsis. Mais écoutez, nos frères ont été catégoriques et patriotiques. Ils ont dit, nous pouvons faire autre chose et non pas cela. Parce que tout ce que nous allons faire là, c'est contre notre population et c'est pour votre intérêt. Mais nous vous avons aidé lors de l'invasion au Congo, lorsque vous êtes arrivés avec la FDL. Mais quel en a été le résultat?
l'intérêt a été pour le Kigali et non pour notre population, non plus pour notre pays. Et alors, massacrer nos propres frères et sœurs, encore une fois pour l'intérêt du Rwanda, ça, on ne peut pas. Alors, Kagame, sur ce point-là, a échoué. Il a trouvé que la seconde tentative serait maintenant celle de ramener le raid de Tabara du Burundi vers le Congo, vers le Rwanda, excusez, les former et chercher maintenant une voie propice de les amener dans le plateau et par le raid de Tabara, n'est-ce pas, diviser ce groupe-là ethnique, donc nos frères Tutsis, le mettre en confrontation permanente avec les autochtones ou bien d'autres, excusez, avec d'autres groupes ethniques locaux, et puis faire un grand chaos dans le plateau pour qu'en fin de compte, il puisse toujours trouver une raison à sa déclaration de génocide. Mais alors… Je voulais replacer l'affaire de Red Tabara dans le contexte historique. Ouais. Pour que les gens sachent comment cela est arrivé. Nous sommes en 2015 lorsqu'il y a une tentative de coup d'État contre le président burundais, Pierre Nkurunziza, ici à Bujumbura. La tentative a échoué. Elle était menée par un groupe d'officiers, dirigé par d'ailleurs un officier Hutu du parti de Pierre Nkurunziza, mais en réalité, il était utilisé, manipulé par Kigali, un groupe d'officiers burundais. Alors, quand le coup d'État a échoué à Bujumbura, eh bien, tous ces officiers se sont réfugiés au Rwanda. Ils ont atterri à Kigali. Ils ont atterri à Kigali, ils ont été bien accueillis, logés, nourris, tout, dans des hôtels ou alors dans des villas préparées à l'avance pour eux et leurs familles. Et donc, Kagame a saisi cette occasion pour se dire qu'il pouvait en tirer parti, puisque de toute façon, le coup d'État venait d'échouer. Il fallait qu'il capitalise sur cette affaire-là, et il a aidé les officiers putschistes burundais à créer un groupe armé à partir du Rwanda. Et c'est donc dans la foulée entre-temps, il y avait beaucoup de réfugiés qui partaient, qui fuyaient justement les troubles au Burundi et qui étaient accueillis dans un camp de réfugiés quelque part ici. Et dans le sud du Rwanda, eh bien, beaucoup de jeunes qui étaient arrivés dans ce camp ont été recrutés et entraînés au Rwanda, avec à la tête, bien sûr, de cette nouvelle armée, les officiers putschistes. Et c'est à partir de l'année qui a suivi, en fait, c'est pas resté longtemps avant que Kagame ne décide de les transplanter. Donc, c'était une nouvelle armée carrément burundaise, mais sous la direction d'officiers rwandais qui ont été transplantés à travers le pays. Eh bien, ils sont passés par là, par la forêt de Nyungwe, et ils ont traversé au niveau de la plaine ici. Au niveau de la plaine de la Rusizi, ils sont allés en RDC pour prendre l'armée burundaise à revers. À partir de cette voie, Uvira, c'est au Congo, c'est la principale ville du sud Kivu, Uvira, et elle est à quelques kilomètres de Bujumbura. Donc, le raid Tabara, les rebelles, sont entrés par ici et aujourd'hui, ils occupent en fait une certaine partie de toute la région que vous voyez, que j'indique ici, jusqu'à la réserve d'Itombwe, un peu partout ici. On ne sait pas les localiser puisqu'ils se battent, qu'ils sont mobiles et qu'ils ont des alliés sur place. L'objectif final de cette rébellion, c'est d'attaquer Bujumbura et de prendre le pouvoir au Burundi. Il faut que ce soit entendu comme ça. Mais ce faisant, ils aident aussi Kagame à s'implanter, bien sûr, à s'implanter dans cette partie de la RDC pour compléter l'occupation qui est déjà en cours, qui est déjà carrément un fait accompli dans la partie nord
du Kivu. Alors, imaginez si Kagame parvenait à occuper toute cette partie, la partie nord du Kivu, avec la frontière ougandaise ici, et qui, en même temps, à prendre pied dans toute cette zone. En fait, le Rwanda aurait une extension territoriale évidente et stratégiquement, le Rwanda serait militairement présent dans toute. D'ailleurs, je pense que le Rwanda serait tenté aussi de prendre Bukavu pour assurer le lien entre le sud et le nord Kivu. C'est-à-dire que le Rwanda aurait la main mise sur le lac Kivu si le Rwanda devait occuper ici. On reviendrait en fait à la situation de 1996-17. C'était ça le cas. Alors, vous qui connaissez mieux la région, dites-nous d'abord, est-ce que cela serait possible dans les conditions actuelles? Merci beaucoup en tout cas pour cet éclaircissement que vous venez de faire. Là, vous écoutez, vous avez déjà cité trois choses beaucoup plus importantes de la présence de ces raids de Tabara dans la plaine de la Rusizi, qui sont en premier lieu au service de Kagame, secondo, qui devait jouer un rôle de stabilisateur dans la communauté Tutsi du Sud Kivu, et trois, qui devait bénéficier du soutien de Kigali pour essayer, encore une fois, leur tentative sur Bujumbura, essayer de récupérer le pouvoir. Pour certaines personnes qui ne comprenaient pas cet enjeu-là, la région des F-Tabar dans le sud Kivu, voilà, vous en avez maintenant une vraie explication bien détaillée. Avant que je ne revienne à votre question, monsieur l'ambassadeur, nous allons un peu alors parler de la présence actuellement de l'armée burundaise dans cette zone du Sud Kivu, qui par l'accord du président congolais Félix Tshisekedi est venu avec l'appui des FARDC traquer ces raids de Tabara et voir comment les chasser de cette zone. Un, pour sécuriser la région, donc cette zone occupée déjà par le raid de Tabara d'une façon camouflée. Deux, pour rassurer à Bujumbura qu'ils peuvent vaquer, ou bien à tout le pays du Burundi qu'ils peuvent vaquer à ces occupations sans inquiétude alors. C'est pour dire alors que l'armée burundaise est aujourd'hui dans les hauts plateaux de l'Itombwe, dans la plaine de Rusizi, aujourd'hui, opérant aux côtés des FARDC. Ce n'est pas encore le déploiement attendu de la communauté des pays de l'Est de l'Afrique, mais je vais dire que peut-être ce sont des accords qui se sont faits d'une façon d'entente entre le régime de Kinshasa et le régime de Bujumbura. Nous ne savons pas comment la chose va se régler ou bien la procédure qui sera empruntée lorsque les forces de l'EAC auront alors, n'est-ce pas, l'ordonnance de l'hiérarchie compétente pour qu'elle vienne alors opérer avec le mandat de l'EAC sur les sols congolais. Ce serait le même cas pour l'Ouganda, qui aujourd'hui a ses forces dans l'Ituri. L'armée ougandaise est aujourd'hui
en Ituri. Elle œuvre aux côtés des FARDC. Ils traquent ensemble les ADF, bien que de ces côtés-là, à présent, le bilan est négatif et l'état de siège, le bilan de l'état de siège a échoué. Donc, c'est un échec, excusez, beaucoup plus puissant de la part de cet état de siège. Je reviens à la question. Est-ce que c'est une chose facile au Rwanda de récupérer une partie du Nord Kivu, récupérer une partie du Sud Kivu, donc dans la plaine de la Rusizi, et chercher à connecter les deux provinces donc, du Sud et du Nord Kivu, ou bien ces deux zones-là, passant par la ville de Bukavu et ses environs, écoutez, moi-même, je ne suis pas spécialiste des opérations militaires parce que je n'ai jamais été militaire, mais comme un analyste, en tout cas, je trouverai une chose, en tout cas, quelque chose de rêve. Mais pourquoi pas? La seule façon de réaliser ces rêves, c'est de s'élever, dit-on. Mais en tout cas, c'est une chose irréalisable parce que la résistance des enfants ou bien des fils et filles du Sud Kivu s'est manifestée depuis la première invasion de Kagame sur le sol congolais. La situation géographique que nous avons tantôt éclaircie aux yeux de nos auditeurs ne lui permettrait pas de jouer un tel jeu au Sud Kivu, mais aussi la position patriotique de nos frères n'est pas une chose, n'est pas une corde facile à rompre, mais aussi la position de nos frères Tutsi ou rwandophones du Sud Kivu, qui est beaucoup plus patriotique que nos autres frères rwandophones ou Tutsi du Nord Kivu, est un coup bien déjà très fort pour Kagame de faire de telles aventures dans cette province du Sud Kivu. En tout cas, en peu de mots, je ne trouve pas Kagame s'emparer de la plaine de la Rusizi, s'emparer du Nord Kivu et d'essayer de relier les deux zones passant par Bukavu. Peut-être qu'il le ferait passant par son pays lui-même parce qu'il est facile de quitter Rubavu vers Gatumba et de Gatumba dans la plaine plutôt que de contourner la ville de Bukavu. Ce serait en tout cas une façon de se mettre le coup sous le excusez, une corde sous le cou. Et alors, chers compatriotes qui nous suivez dans cette émission, voilà un peu de mots ce qu'on a voulu vous présenter pour cette journée d'aujourd'hui. À ceci, à moins que monsieur l'ambassadeur n'ait d'autres questions à me poser à ce sujet, mais je voulais finir par, n'est-ce pas, une des certaines préoccupations que nous vous avons présentées dans l'émission précédente, celle des émoluments de nos représentants parlementaires congolais. Avant d'en arriver là, M. Nyamombeza, j'aimerais qu'on parle encore un tout petit peu de cette problématique de guerre larvée, en réalité, entre le Rwanda contre ses deux voisins, puisque c'est ce qu'il apparaît. Si le Rwanda traverse dans cette zone par Nyungwe, qu'elle entre au Congo, pour finir par là, à vouloir, vous savez que le Red Tabara a essayé d'occuper cette zone, le nord-ouest du Burundi.
pour prendre Bujumbura en sandwich. Donc, on peut, en résumé, dire que le Rwanda fait la guerre à ses deux voisins à travers le raid Tabara qui est là, qui vient du Rwanda et qui occupe une partie de cette zone et qui se bat contre l'armée congolaise. Il faut le dire aussi. Mais absolument, Et absolument, vous avez raison. oui, Et tout le monde justement, je voulais savoir, puisque j'ai entendu une critique du docteur Mukwege, justement, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé du docteur Mukwege, il a pris une position tranchée en disant que l'armée burundaise n'avait rien à faire en RDC, que c'est l'armée d'un pays envahisseur. Envahisseur peut-être dans le passé. Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'armée burundaise actuelle a un projet d'occupation de la zone en face de Bujumbura, où elle est vraiment venue pour se protéger, pour combattre le raid Tabara qui vient du Rwanda, c'est-à-dire pour combattre une partie de l'armée du FPR, en fait. Est-ce que c'est votre considération aussi? Vous voyez les choses de la même façon que le docteur Mukwege, ou vous avez une autre compréhension? Sans autant infirmer ou affirmer son orientation d'idée ou bien ses déclarations concernant la présence de l'armée burundaise au sud Kivu, de ma part, je pense que la première préoccupation du Burundi ou bien du régime burundais, c'est l'anéantissement de Raid Tabara. Je crois bien. Et je pense que je ne sais rien des accords qui ont été signés entre les deux présidents de ces deux pays respectifs, mais je pense qu'entre autres, la préoccupation du Burundi serait l'anéantissement de Raid Tabara et rassurer, n'est-ce pas, la sécurité du Burundi, être sûr que le Raid Tabara, si pas anéanti, mais quand même leur force ou bien sa force serait réduite, en tout cas, à la plus moindre ou bien à la plus petite capacité de nuire, soit entre les deux frontières, je vais dire au Burundi comme au Congo, ou bien au Congo parce que la charité, non, excusez, au Burundi d'abord parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, et à moi de me demander, aurions-nous les troupes ou bien l'armée burundaise dans les hauts plateaux aujourd'hui si le raid de Tabara n'était pas là? Je ne sais pas dire oui, je ne sais pas dire non. Est-ce que le Burundi est là juste parce qu'il veut compatir à la souffrance des Congolais en vue d'amener une paix durable dans la région? Je ne sais pas dire oui, mais ce qui est vrai que la première préoccupation du Burundi, ce serait pas en tout cas l'occupation d'une certaine zone sur le territoire congolais. Sa première préoccupation serait de rassurer sa sécurité en anéantissant le raid de Tabara, je crois, de ma façon. Mais la guerre qui se mène au Congo par le Rwanda, c'est la même guerre que Kagame a voulu amener au Burundi par le coup d'État perpétré contre le régime Nkurunziza. Donc, je parle de ce coup d'État raté. Mais comme vous le savez bien, Kagame n'abandonne jamais. Il a toujours un autre plan B. Et ce plan serait alors celui qu'il a fait de former et d'armer le raid de Tabara pour le déployer sur les sols burundais. Et face à cela, la préoccupation du Burundi serait en tout cas, anéantir le raid de Tabara aux côtés avec l'appui ou bien l'assistance des FARDC. Donc, pour la déclaration du docteur Mukwege, elle peut être vraie ou fausse. Je lui laisse le droit, mais moi aussi, voici ma position quant à ça. Alors, vous dites que le Burundi, l'armée burundaise,
a intérêt dans l'anéantissement du Red Tabara, le groupe rebelle financé, recruté par le Rwanda et transplanté en face de Bujumbura pour essayer de prendre le pouvoir au Burundi. Mais entre-temps, le Red Tabara tue et massacre des populations congolaises et occupe une partie du Congo contre le gré de la République démocratique du Congo et surtout de son armée. Le Red Tabara se bat contre les FARDC. Donc, pour être juste, on peut considérer que dans cette affaire, plutôt l'armée burundaise et l'armée congolaise ont un intérêt commun, convergent. Tous les deux cherchent à bouter dehors les forces rebelles de Paul Kagame, en fait. Chasser la présence du Rwanda qui est derrière le Red Tabara. Est-ce que ce n'est pas légitime que les deux puissent se mettre ensemble pour chasser d'abord le Red Tabara et par conséquent la présence rwandaise dans cette région? Après, ils verraient comment la collaboration entre les deux pays pourrait se poursuivre. Mais je crois que là, on a un intérêt convergent, un intérêt commun entre les deux pays et entre les deux armées. Si on retient cela déjà, ce serait une bonne chose et cela aiderait à mieux comprendre la présence de l'armée burundaise dans cette région et pourquoi le président Tshisekedi a dû faire le voyage de Bujumbura pour aller négocier avec son frère, comme il aime le dire, pour qu'il fasse une opération conjointe contre le Red Tabara, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres forces rebelles. Il y a des Maïmaï qui travaillent avec le Red Tabara, il y a des Maïmaï qui travaillent pour Kagame, et ce sont quand même des forces tribales congolaises. Donc, s'ils peuvent neutraliser toutes ces rébellions, ce serait tant mieux, ce serait un pas vers la paix dans le Sud Kivu et en RDC en général. Je ne sais pas comment vous faites l'analyse. Si Non, jamais c'est on affirmatif. C'est affirmatif, en tout cas, ce que vous dites, voilà telle est mon orientation d'idée. Donc, c'est pour l'intérêt commun, bien sûr, c'est pour l'intérêt commun. Je ne suis pas sûr que le président Tshisekedi aurait, n'est-ce pas, opté pour la présence de l'armée burundaise sur le sol congolais si lui-même n'en avait pas d'intérêt. Son intérêt est aussi de pacifier la région, de pacifier la zone et de voir ses concitoyens vivre en paix. Vraiment, à en dire vrai, le président Tshisekedi a le souci de pacifier ce pays-là, mais comme vous le savez bien, dit-on dans d'autres sagesses congolaises, qu'un seul doigt ne se lave jamais la figure. Il a besoin de la participation de tout Congolais. La pacification de la RDC n'est pas un travail d'un seul homme, comme je l'avais dit, ou bien comme nous l'avons dit dans l'article précédent, nous l'avons bien dit que ça devait être une conjugaison de plusieurs forces, au national, au régional comme à l'international. Et alors, je pense que c'est dans cet ordre d'idées-là qu'il y a eu des accords entre le président de ces deux pays, gagnant-gagnant dans cette opération-là, je crois. En tout cas, je suis de cette affirmation-là. Alors, on dit souvent que le Rwanda attaque le Nord Kivu pour mettre la main sur des zones où il y a des ressources minières stratégiques qui sont d'ailleurs réexportées par le Rwanda ou à travers le Rwanda. Est-ce que c'est la même situation dans cette région du Sud Kivu? Est-ce qu'il y a des zones riches? Je ne sais pas. Pourquoi le Rwanda s'acharne absolument à aller dans cette zone, à aller occuper le Sud Kivu? Les raisons sont diverses et multiples de vouloir avoir une mainmise aussi sur le Sud Kivu. La première, est-ce que vous venez de dire, c'est il faut noter que c'est tout l'Est du Congo. Tout l'Est du Congo, vraiment, qui est concerné. Donc, l'Est du Congo est beaucoup plus riche, plus que d'autres parties du pays. Il est beaucoup plus riche de richesses minières, mais sa faune aussi et le flore. Donc, il faut voir que ça, c'est un. De deux,
il a des intérêts aussi beaucoup plus géopolitiques. Il a des intérêts beaucoup plus géopolitiques. Ben, écoutez, il y a une chose que j'ai toujours dit, haut, très haut en tout cas, que d'autres personnes n'osent jamais dire. Le problème de Kagame est aussi hégémonique. Le problème de Kagame, c'est de vouloir, donc celui qui a été dénoncé malheureusement, abusivement ou volontairement, par le fils de Museveni, c'est l'expansion. Donc, ils ont cette idée expansionniste du régime ou bien de l'empire Ima. La transplantation, ou bien, comment le dire, dans les bons termes. Donc, l'expansion d'une certaine ethnie dans la région. C'est-à-dire, Kagame ne jure que par l'occupation Tutsi dans toute la région. Il veut un régime Tutsi au Burundi, il veut un régime Tutsi en Ouganda comme il en est le cas, il veut un régime à Kinshasa qui travaille pour ce régime Tutsi de la région et dans les cas échéants, s'emparer de tout l'est du Congo pour aussi les tutsifier, si je peux dire ces mots, si je peux en tout cas me servir de ces mots. C'est pourquoi vous voyez, il a pris en otage certains de nos frères tutsis congolais qui sont dans des camps de réfugiés au Rwanda, pour y en tout cas, délibérément depuis des années. Il y a un certain temps qu'un groupe de ces réfugiés-là, résidents du camp de Kiziba à Kibuye, ont fait des manifestations descendues dans la ville de Kibuye pour demander un rapatriement accompagné afin qu'ils rejoignent le pays de leurs ancêtres. Écoutez, au lieu qu'on réponde positivement à leurs demandes, on a tué à bout sur eux, on a séquestré certains d'entre eux, voire certains d'entre eux sont emprisonnés. Ils sont gardés dans les prisons rwandaises jusqu'à présent. Écoutez, parmi ces gens-là, parmi ces soi-disant réfugiés-là, il y a des soldats dans l'armée rwandaise comme dans la police. Donc, les camps-là sont désormais de pépinières pour l'armée et la police rwandaise, mais aussi pour le M23 et pour ne pas dire que cela. C'est ainsi que, comme il se sert du Nord Kivu, il tire facilement de personnes à utiliser, à manipuler, il croit que une fois bien positionné au Sud Kivu, il saurait convaincre. D'abord, s'il ne parvient pas à convaincre nos frères Tutsis du Sud Kivu comme il a échoué, je ne sais pas, je l'ai dit tantôt. Alors, avec sa présence, en tout cas au Sud Kivu, permanente, alors une présence permanente, il saurait peut-être déstabiliser de plus la région, ainsi pour justifier maintenant sa raison à un certain moment, parce que une fois qu'il a été découvert qu'il est au Nord Kivu, au Congo, ils l'ont nié et désormais ils avancent des motifs. Mais pourquoi pas ne pas avancer les mêmes motifs au Nord Kivu comme au Sud Kivu, mais comme il n'est pas le cas au Sud Kivu parce que nos frères Tutsis sont opposés à son offre, et alors, ça, c'est une façon aussi de vouloir occuper cette région-là. Mais comme je le disais, d'une façon hégémonique. Il veut qu'il y ait une terre vraiment beaucoup plus vaste occupée par des Tutsis. Donc, en prenant en otage nos frères Tutsis congolais au Rwanda, je vous ai dit pourquoi, mais il y a aussi une autre raison que je n'ai pas mentionnée, ce serait de négocier un retour, je dirais, accompagné de nos frères Tutsis pris en otage dans ces cas congolais-là, mais aussi infiltrés dans ces groupes-là, des Rwandais en tout cas qui n'ont rien à faire avec le Congo, et surtout des Tutsis, pour maintenant réussir cette expansion-là. C'est ça ce que j'ai toujours dit haut, que les autres n'osent jamais dire, parce que quand vous parlez de telles choses, au Rwanda, vous êtes directement traité des génocidaires, je ne sais pas,
négationnistes et de quoi, mais il faut désormais que toutes les vérités se disent sans crainte ni peur, parce que si nous ne les disons pas aujourd'hui, peut-être que demain sera plus tard. Voilà Mais un peu. qu'est-ce qui empêche vos frères Tutsis du Congo de le dire haut et fort, de le clamer, de condamner? Parce qu'une fois, c'est bien. On a vu un groupe de dames qui le faisait une fois. Le lendemain, c'est Kagame qui, dans un discours ou dans une interview, avait déclaré qu'il soutenait le M23 parce qu'il s'agissait d'une force, Tutsi essentiellement, et que donc leur guerre était juste. C'est le président Kagame lui-même qui l'a dit. Est-ce que ce ne serait pas mieux indiqué pour que ce soit les Banyamulenge, que ce soit les Tutsis du Nord Kivu, de le dire avec force pour éviter que les soupçons continuent à se diriger vers eux, vers leur communauté? Monsieur l'ambassadeur, 8 ans passés ou 10 ans passés, je ne me souviens pas beaucoup plus exactement, lorsque je parlais de ces choses dans le média, les gens ne me comprenaient pas. Donc, on me traitait d'un rêveur ou bien de ces prophètes-là qui n'a jamais été mieux compris chez lui. Mais avec le temps, il y a de nos frères Banyamulenge qui ont compris la chose maintenant. Et aujourd'hui, en tout cas, ils les dénoncent très haut dans les réseaux sociaux. Ils sont nombreux. Et il y a même quelqu'un parmi eux qui l'a fait depuis longtemps. J'ai toujours parlé de ces braves Congolais, de ces braves patriotes, M. Enoch Ruberangabo, qui aussi, je salue en passant, l'honorable Enoch Ruberangabo, en a toujours parlé. Il l'a dénoncé depuis les débuts, en tout cas. Il a été haï par ses frères, il a été vilipendé par ses frères, mais aujourd'hui, ils l'ont compris, ils m'ont compris, ils comprennent l'enjeu maintenant petit à petit, et il y a certains, en tout cas, de braves qui aujourd'hui, comme Mohizi, comme Kingungwa, comme en tout cas, je ne veux pas beaucoup plus citer des noms des gens ici pour leur sécurité, mais il y a de ceux-là, en tout cas, qui aujourd'hui délient leur langue et dénoncent Kigali. Dénoncent Kigali sans autant être beaucoup plus, comment le dire, sans autant beaucoup dénoncer comme je l'ai fait comme tel, mais ils se trouvent désormais positionnés dans le rang patriotique et dire à Kigali, écoutez, nous sommes Congolais et non Rwandais, nous sommes pour l'intérêt du Congo et non pour tes intérêts. Ils sont là. Et c'est pourquoi j'ai toujours appelé à nos frères du Nord Kivu, qui se trouvent manipulés, marionnettisés par le régime de Kigali, de se joindre à ces patriotes qui dénoncent désormais la barbarie de Kigali et dire à Kigali, écoutez, nous sommes là pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt de nos communautés, nous voulons la paix avec nos communautés, nous ne voulons pas de Rwandais sur notre sol, parce que après tout, nos frères Tutsis congolais doivent comprendre qu'après tout, une fois infiltrés par ce Rwandais d'origine, ils causeront toujours des dégâts qui leur seront attribués. Et voilà, en payer les conséquences. Et alors, c'est pourquoi on est Congolais et non pas Rwandais. Et si on est Congolais, ce n'est pas par de paroles, mais par de positions patriotiques, par de gestes patriotiques et surtout par l'union. L'union, en tout cas, en tout ce que nous faisons. Voilà un peu de mots. Je vous remercie beaucoup. Tout à l'heure, vous aviez voulu exprimer un sentiment personnel sur une situation qui prévaut en RDC. Et je vous laisse le dernier mot pour en parler. Je crois qu'on a épuisé un peu le sujet de la problématique géostratégique, disait l'autre, géopolitique. Concernant le Sud Kivu, maintenant, vous pouvez parler de l'autre sujet pour l'ensemble de la RDC. Avant tout, comme on venait sur le point sur lequel on venait de clore, ou bien de clôturer ce point sur le Sud Kivu, je voulais d'abord exprimer ma sincère félicitation, mes gratitudes aussi à ces frères du Sud Kivu qui
ont manifesté ce cœur de patriotisme et qui n'ont pas cédé aux provocations de Kigali, qui n'ont pas répondu positivement à l'offre de Kigali et qui œuvrent pour, n'est-ce pas, la sécurité territoriale de notre pays, qui défendent les valeurs de notre pays, les valeurs du pays de Lumumba. Et j'invite ceux-là qui hésitent encore à se dérober, n'est-ce pas, de ce manteau de peur, parce que Kigali n'est pas beaucoup plus fort que le Congo, n'est pas beaucoup plus fort que la détermination des citoyens qui conjuguent leurs forces et qui disent à une force étrangère, non, nous sommes là pour notre pays et nous travaillons pour notre pays. Coup de chapeau, sœurs, frères, et j'invite tous ceux qui ne sont pas à votre côté de vous rejoindre afin que nous travaillons pour les valeurs de notre pays. Je retourne alors sur ce point-là. En somme, excusez-moi, M. Nyamombeza, vous les invitez en tant que groupe armé quand même à ne plus tirer sur les FARDC, à rejoindre plutôt les FARDC contre l'agresseur. C'est ce que vous leur demandez. Absolument, absolument. Et à ceux-là qui font défection dans les FARDC pour rejoindre les groupes armés de Kigali, je veux bien dire aussi de le M23 et tout consort, de penser un peu deux fois avant de passer à une telle action. Parce que, après tout, le Rwanda restera notre voisin, je le veux bien. Le peuple congolais n'a rien à faire avec le peuple rwandais. Nous ne sommes pas de peuple opposant, nous ne sommes pas de peuple ennemi, mais je veux leur dire seulement que le FPR, avec l'idéologie FPR, passera avec Kagame et ses alliés. Il y aura des générations qui viendront. Des générations qui auront appris de cette histoire ici, avec lesquelles nous devrons cohabiter. C'est-à-dire, il faut travailler pour la paix, travailler pour le positif. Laissons de nous entremanger. Lorsque nous nous entremangeons, donc nous travaillons pour l'intérêt de l'adversaire. Donc, conjuguons nos forces dans l'hymne congolais, dans l'hymne national, excusez-moi, il y a une partie qui dit que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Voilà, nous devons réciter cette phrase-là en commun, d'une seule voix. En tout cas, faisons tout ce que nous faisons, dépensons toutes les énergies que nous dépensons afin de bâtir un Congo beaucoup plus meilleur qu'avant. Un Congo meilleur que nous aurons à léguer à nos fils et nos petits-fils. Un Congo qui cohabitera pacifiquement avec des pays voisins. Un Congo capable de défendre l'intégrité territoriale. Un Congo géant, un Congo émergent, un Congo qui se positionne à la place qu'il faut sur le plan international. Voilà. Et alors, les armées devraient cesser en tout cas. On devait utiliser de notre intelligence pour bâtir ces pays. Il y a longtemps que nous nous sommes entretués. En plus de ce que le Congo a perdu par les armes du Rwanda, en tout cas, trop c'est trop. Travaillons maintenant pour la paix, chers frères. Et pour en finir alors, comme vous le disiez, je voudrais appeler à notre représentation parlementaire à user de la phrase de ces grands fils de l'Afrique qui, soucieux de son pays, avait dit, écoutez, chers frères, il est temps que le Burkinabé choisisse entre savourer, boire du champagne pour un petit groupe ou bien donner de l'eau limpide, de l'eau potable à tous les Burkinabés. Ainsi, en tout cas, je vais user de cette phrase de Thomas Sankara.
pour inviter à nos parlementaires, à nos chers députés. Si tu es un député et que ça ne te fait pas honte de percevoir 21 000 $ par mois, alors qu'un soldat, un FARDC qui combat pour ce pays-là, a un salaire de moins de 100 $ par mois, mal soigné une fois blessé à la guerre, tu es député parce que tu as été formé par un enseignant dont le salaire est moins de 100 $ par an, par mois, je m'excuse, là où nos infirmiers, nos médecins et nos docteurs travaillent midi, matin et soir avec un salaire qui reste à désirer. Mais vous avez des émoluments de 21 000 mensuels dans vos poches. Ceci devrait interpeller votre conscience et choisir entre des champagnes sur vos tables ou bien de l'eau pour le reste des Congolais. Je vous remercie. Écoutez, c'est nous qui vous remercions. C'est un constat positif en plus qui se termine en conseil. C'est cela que nous apprécions à la Voix des Grands Lacs, plutôt que des critiques vaseuses. Et nous préférons que les critiques soient suivies de propositions concrètes ou d'interpellations. Là, vous interpellez vos élus. C'est votre droit, c'est même votre devoir. Merci, messieurs. Voilà, si vous avez un autre sujet, 2 minutes vous sont attribuées. Et si nous agissons un peu comme à l'armée, on vous donne 2 minutes. Vous en profitez ou alors l'émission se termine avant que vous n'ayez fini. À vous. Si je n'avais qu'un seul mot à dire pendant les 2 minutes, ne serait-ce pas aussi de remercier, monsieur l'ambassadeur, de votre contribution à travers la Voix des Grands Lacs, parce que, en tout cas, vous êtes rwandais, bien sûr que vous avez des approches congolaises, je dirais bien, mais je vous vois toujours préoccupé du Congo, de la paix du Congo, et surtout, n'est-ce pas, de la bonne cohabitation entre nos deux pays. Et alors, en tout cas, recevez aussi mes félicitations, en tout cas aussi mes éloges, monsieur l'ambassadeur, et ainsi de revenir à mes frères, autres Rwandais, les inviter aussi à travailler dans cette perspective qui est la vôtre alors. Parce que comme ça, je ne veux pas alors être égoïste et ne parler ou bien ne travailler que pour l'intérêt du Congo, mais aussi en appelant aussi différents sujets, différents acteurs politiques de la région, pourquoi pas rwandais, pourquoi pas ougandais, pourquoi pas burundais, pour œuvrer vers la paix, pour faire un pas positif ensemble pour bâtir la paix dans notre région. Enfin, messieurs, ce serait mon dernier mot ou bien ma dernière parole pour cet article d'aujourd'hui. Merci et merci à nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, nous avons une certaine nostalgie quand même par rapport au passé. Ce passé où les gens de Gisenyi passaient leur nuit à faire la fête à Goma et vice-versa, où les Bukaviens pouvaient traverser pour aller à Cyangugu et vice-versa, à n'importe quelle heure, où réellement on nageait dans la paix dans cette région. C'est cela aussi qui nous pousse. Et c'est aussi et surtout, bien sûr, l'amour de notre peuple, hein, parce que lorsqu'il y a une guerre à Uvira, c'est toute la région qui est concernée. Lorsqu'il y a des troubles à Cyangugu, c'est Bukavu qui en subit les conséquences et vice-versa. Aujourd'hui que le M23 occupe Bunagana, il y a des milliers de réfugiés congolais qui sont en Ouganda et que l'on commence à déplacer de force, ou alors qui subissent des sévices que nous ignorons au quotidien. Donc, pour moi, si on a une guerre ou des troubles dans un de nos pays, toutes nos capitales, tous nos pays sont concernés et il faut que nous puissions travailler pour le retour à la paix dans notre région. Et donc, la prochaine fois, on va continuer la discussion et l'échange sur toute cette problématique. Merci beaucoup et bon week-end, M. Nyamombeza. Je vous en prie. Okay.